D'un monde à l'autre, une émission produite et réalisée par Maëda Sili. Bonjour chers auditeurs, bonjour la Tunisie, bonjour le monde. Vous écoutez D'un monde à l'autre sur RTCI, le magazine d'actualité et de reportage que vous suivez sur RTCI depuis le mois d'octobre. Nous avons partagé avec vous, chers auditeurs, 9 mois au cours desquels nous avons essayé de vous proposer le meilleur et l'aventure continuera avec vous. Alors comme à la fin de la saison, nous faisons toujours des bilans, nous vous proposons aujourd'hui un petit best-of des meilleurs moments de ce magazine. Bienvenue à bord. D'un monde à l'autre. Dans le premier numéro, souvenez-vous, chers auditeurs, nous avons parlé des femmes au pouvoir ou du leadership féminin. Nous vous avons emmené aussi au sud de l'Italie et avons partagé avec vous les ambiances des préparatifs des festivités de Matera, capitale de la culture européenne en 2019. De Carthage à Rome, le périple des migrants irréguliers était le titre du troisième numéro de D'un monde à l'autre, un numéro sur la migration irrégulière. D'un monde à l'autre, c'est aussi des évasions musicales. Entre autres numéros, nous vous avons proposé le numéro La nouvelle scène musicale d'ici et d'ailleurs. Et après ce voyage musical, c'est un voyage au cœur de l'artisanat tunisien que nous vous avons proposé avec des reportages et des rencontres à Foussène, Sajnen et Kérouan. D'un monde à l'autre, s'est également intéressé à la faune tunisienne et précisément aux problèmes d'extinction d'espèces. Et s'il y a un numéro qui vous a vraiment fait réagir sur la toile, surtout, c'est bien celui consacré aux droits de l'enfant. Dans la semaine du 20 novembre, date anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, des enfants du monde entier ont occupé des rôles de premier plan dans la vie politique, le sport, le monde du spectacle et dans les médias. Ils étaient aussi aux commandes de D'un monde à l'autre. La violence à l'égard des femmes, le sida en Tunisie, le 7e anniversaire de la révolution tunisienne et la lutte contre la traite des êtres humains étaient aussi au cœur des sujets que nous avons traités dans D'un monde à l'autre cette saison. D'un monde à l'autre. Le premier numéro du mois de janvier avait pour titre « Tunisie, terre du vivre ensemble ». Un numéro avec un reportage sur la mosquée Zaytouna, l'une des mosquées les plus anciennes et les plus célèbres dans tout le monde musulman et qui s'est toujours distinguée par sa modération. Ce numéro vous a permis de vivre aussi la messe de Noël à la cathédrale Saint-Vincent de Paul et Sainte-Olive et a fait le portrait de Tunisiens de confession juive. La ville de Tunis a été considérée comme l'une des villes les plus importantes et les plus riches du monde islamique sous le règne des Almohades et des Hafsides du XIIe au XVIe siècle. Sa médina, riche en monuments, témoigne de ce remarquable passé. La médina de Tunis a été fondée en 698 autour du noyau initial de la mosquée Zaytouna, la mosquée qui représente la référence architecturale et théologique de beaucoup de Tunisiens. C'est en face de cette grande mosquée que Mourad Jbeli, historien et président du club d'Idan, nous a donné rendez-vous. Le monument, il est très important, il a plus que 2000 ans. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des merveilles. Primo, comme disait l'expression de Duval, un archéologue, Carthage a été démantelée en faveur du Tunis. Au fait, cette mosquée comporte 184 colonnes antiques, anciennes, essentiellement parvenus de Carthage, avec des chapiteaux romains, bien sûr, et byzantins, mais essentiellement romains. Et surtout, ce qui est remarquable, c'est l'aigle impérial qui est sur les 4 côtés de certains chapiteaux. À part cette allée-là qu'on voit, là, on voit des colonnes hafsides, avec des chapiteaux hafsides, et des colonnes, paraît-il, importées d'Italie. D'accord. Donc déjà, à part les extensions, parce qu'il a subi plusieurs phases d'extension, la mosquée Zaytouna, qui est pas seulement une mosquée, une académie, qui a été toujours mélikite, qui a su garder cette tendance modérée, ash'arite, raisonnable, elle a joué un grand rôle. Il suffit de compter le nombre de madrasas aux alentours du Zaytouna, les synagogues, les églises aussi qui existent dans la Médina, ce qui prouve la tolérance et l'intelligence. Lundi 25 décembre 2017, la cathédrale Saint-Vincent de Paul célèbre Noël.
Au début, ils étaient une vingtaine de fidèles, la plupart des étrangers venus célébrer, prier et chanter la naissance de Jésus. À 11h, la cathédrale est archi-comble. La musique, les bougies, les senteurs et les prières, tout fait de l'ambiance ce jour-là une ambiance festive mais religieuse et solennelle. On chante la naissance du Christ, on chante Jérusalem. Nous sommes bien à Tunis, à la cathédrale Saint-Vincent de Paul et Sainte-Olive. Construite entre 1893 et 1897, la cathédrale porte le nom de Saint-Vincent de Paul, le fameux fondateur des Lazaristes et des Filles de la Charité, et qui fut, alors qu'il était jeune prêtre, capturé puis vendu comme esclave à Tunis au début du XVIIe siècle. Père Silvio Moreno, missionnaire en Tunisie, nous fait visiter ce somptueux monument. La cathédrale était fondée en 1890. C'est le début de la construction de la cathédrale. Et puis en 97 à peu près, elle a été ouverte au public. Mais ça témoigne de l'ancienneté du christianisme en Tunisie. Ah bah oui, absolument, absolument. Surtout ça, c'est-à-dire que en quelque sorte cette cathédrale se rattache un peu par les icônes que nous voyons, par les images et au christianisme des premiers siècles. Puisque finalement, du 2e siècle jusqu'au 11e siècle, il y a une très grande présence chrétienne en Tunisie. Voilà, ici vous le voyez un peu mieux, donc grosso modo il y a les deux patrons de la cathédrale, Saint-Vincent de Paul et Sainte-Olive. C'est avec le sourire que le père Silvio Moreno, joliment vêtu d'un bornous tunisien, a pris congé de nous pour rejoindre la messe. La Tunisie, terre d'accueil depuis la nuit des temps, a cette réputation de tolérance et d'ouverture aux autres cultures et à toutes les religions. C'est ce qui fait l'identité de ce pays et la fierté de ses enfants. La Tunisie est effectivement une terre d'accueil et elle l'a été pour tout le monde. Gilles Jacob Lelouch, tunisien de confession juive. J'avais pour habitude de dire dans mes discours, etc., que le plus beau symbole de la Tunisie était ce que l'on appelle aujourd'hui couramment la main de Fatma. Et que donc la Tunisie est effectivement cette main avec ses 5 doigts. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre, mais il serait insupportable et la main perdrait toute sa force si on retirait un doigt de cette main. Et donc, je veux dire, retourner à ce symbole de la main, de la puissance, de la force de notre pays, qui n'a été fort et qui n'a été beau que lorsque, justement, nous étions tous unis. D'un monde à l'autre. Entre autres voyages, d'un monde à l'autre, vous a proposé en cette première saison un voyage culinaire. C'est un voyage qui vous a emmené du nord au sud de la Tunisie à la découverte ou la redécouverte de la cuisine tunisienne authentique et moderne, une cuisine de soleil et de senteur. Dans les coulisses de l'association Saveurs de mon pays. Ils sont une dizaine à peu près à se réunir ce dimanche 14 janvier. Des représentants de l'association Saveurs de mon pays et de l'association des maîtres des saveurs et gastronomes de Tunisie. Des chefs et des amateurs se sont donné rendez-vous pour travailler sur le thème du barkoukash, un plat tunisien qu'on retrouve dans plusieurs régions de la Tunisie et qui sera le thème autour duquel s'articuleront les actions des deux associations en 2018. Latifa Khairi est la présidente de l'association Saveurs de mon pays. Cette formation, elle cible pour commencer de transmettre les recettes qui ont été collectées par l'association Saveurs de mon pays, de les transmettre au chef de l'association Maître des saveurs et gastronomes de Tunisie. On va impliquer les hôtels qui peuvent demain présenter ces recettes dans leur carte. Vous allez voir tout à l'heure dans l'atelier que c'est pas évident déjà les produits du terroir pour les collecter, pour les trouver, c'est pas évident. Oui. Il y a pas mal de produits qui sont méconnus à l'œil nu déjà quand on regarde, donc on est
Le fermès, là. Ça, par exemple, c'est quoi? Ça, c'est le fermès. C'est l'abricot vert. Il est cueilli de l'arbre vert et il est séché de cette façon. Et on l'utilise dans pas mal de recettes. En fait, ça, c'est le produit qu'utilisaient nos ancêtres au lieu de la tomate. Le barkouch tunisien est un plat d'une grande originalité. On le trouve aussi bien au sud comme au nord de la Tunisie. Chef Nabil Rokbeni est le président de l'association Maître des saveurs et gastronomes de Tunisie. La dénomination elle est la même, barkouch, mais vous allez voir qu'il y a plusieurs recettes qui sont proposées sous l'appellation barkouch du nord au sud. Voilà. Qui n'ont pas nécessairement les mêmes ingrédients? Qui n'ont pas les mêmes ingrédients, ni de base, ni de finition. Ils sont d'origine différente, mais on va retrouver des points communs. La recette qu'on va présenter, c'est le barkouch de Dar Chaben. C'est un petit village très connu par ses pierres de taille, côté de Nabel. Barkouch Dar Chaben, il est fait avec du sorgho. C'est un plat de saison, ça veut dire c'est un plat hivernal, principalement pendant ou juste après la cueillette des olives. Avec les légumes de saison, la façon de mélanger le sorgho à une levure liquide, ça veut dire c'est comme si on fait un pain, mais la levure elle ne sera pas épaisse, elle sera liquide et ça sera mélangé avec le sorgho, cette levure, avant de faire cuire le sorgho qui sera transformé sous forme de graines. Sans le couscoussier, sans le tamis avec lequel on fait le couscous. Et l'appellation barkouch, c'est de revenir à l'origine du sens du mot barkouch, ça veut dire rendre en grain. Ou bien c'est l'action de rendre une semoule sous forme de grain. En fait, on va faire... Le verbe n'existe pas, mais on va l'utiliser, d'accord? Donc, on va barkoucher le sorgho avec cette levure d'orge. Voilà. Chef Nabil Rokbeni se mobilise à travers son association pour la valorisation et la sauvegarde du patrimoine culinaire traditionnel. Si on se met dans la tête qu'on est la dernière ligne défensive, dans le patrimoine, tu vas voir ce qu'on pourra faire. On peut faire des miracles. Nabil Rokbeni est convaincu de son rôle et fait de la sauvegarde du patrimoine son cheval de bataille. Après Dar Chaben, nous vous emmenons au village de Sidi Bou Saïd, l'un des plus beaux au monde. Son charme, ses couleurs, bleu et blanc, sa vue imprenable ou encore ses maisons et ses ruelles ont séduit plus d'un. Le baron anglais Rodolphe d'Erlanger s'y est installé en 1912 et y a fait construire un somptueux palais. Voici un extrait du numéro sur la musique d'hier et d'aujourd'hui. Reportage. Après avoir reçu la visite de quelques écoles primaires, Fatma Japeri, la conservatrice du Centre des musiques arabes et méditerranéennes, nous a reçus dans ce somptueux palais, baptisé aussi Najma Zahra. L'homme qui l'a construit, on va dire en gros, c'est le baron Rodolphe d'Erlanger. C'est un artiste, on va dire, complet, artiste peintre orientaliste et aussi musicologue. Il s'est intéressé à la musique arabe, tunisienne et même au niveau mondial. Et donc ça, c'était entre 1911 et 1922. Après son décès, son fils Léo a pris la relève. Et en 1989, le palais a été racheté par l'État tunisien. Et on a pensé à y faire une entité ayant attrait à la musique, qui est le Centre des musiques arabes et méditerranéennes. Le centre se définit comme un complexe culturel multidisciplinaire consacré à la musique dans ses différents domaines. En plus des départements consacrés à la promotion de l'activité musicale et l'activité musicologique, le Centre des musiques arabes et méditerranéennes abrite une exposition permanente d'instruments de musique. Aménagée dans l'enceinte du palais, l'exposition est répartie sur 2 salles, la salle Ahmed Delouefi et la salle Manou Bisnoussi. Le baron d'Erlanger a contribué aux actions entreprises dans le monde arabe et ailleurs en faveur de la préservation et de la renaissance de la musique arabe. Sa contribution s'est concrétisée notamment par l'élaboration de 6 volumes sur cette musique. Dans le musée, on trouve exposée la première édition de ce livre. Hamdi Mahlouf, musicologue, est chargé de l'aspect scientifique du centre.
Alors ici, il y a une exposition des 6 tomes. C'est la toute première édition éditée par Paul Goettner. C'est une œuvre fondamentale de base à laquelle tous les musicologues et chercheurs en musique et musicologie du monde en général et du monde arabe en particulier auront recours pour travailler dessus ou pour comprendre la musique arabe d'une manière générale. En plus des départements consacrés à la promotion de l'activité musicale et l'activité musicologique, le Centre des musiques arabes et méditerranéennes abrite le siège de la Phonothèque nationale tunisienne, une pièce maîtresse chargée de la collecte du patrimoine musical tunisien en vue de le conserver, de le diffuser et de le mettre à la disposition des chercheurs en matière de musique. Troisième étape de notre visite. Tout est conservé ici dans des conditions climatiques optimales, pour garder les supports intacts. Et donc ce que vous voyez ici, c'est à peu près 31 000 supports d'enregistrement. Si chaque support contient 1 heure d'enregistrement, on a 31 000 heures de musique et d'enregistrements divers, audiovisuels. Le plus ancien enregistrement a été offert à Najma Zahra, date de 1903. 1903, c'est à peu près 40 ans après la découverte du phonotographe. Voilà les disques ici. Et cela va de soi, notre visite s'est terminée à la salle d'écoute, là où nous avons pu écouter Fatouma chantant Fregerzeli, le plus ancien enregistrement à la Phonothèque nationale. Avec son statut d'institution publique spécialisée et le caractère des activités musicales qu'il propose, le Centre des musiques arabes et méditerranéennes est désormais un acteur central et un élément décisif dans le paysage musical tunisien, arabe et méditerranéen. Il fait aussi du village de Sidi Bou Saïd un rendez-vous de tous les artistes. D'un monde à l'autre. Le sport était au rendez-vous de ce numéro de D'un monde à l'autre à l'occasion de la Journée mondiale de la radio. Un numéro a été enregistré avec la participation de Radio Roumanie Internationale. En voici un extrait. C'est un portrait de Abdelhamid Hergel, un ancien footballeur tunisien qui était une star et l'un des meilleurs buteurs. Portrait. Le 2 juin 1990, au stade d'El Manzah à Tunis, lors d'un match amical pour les qualifications pour la Coupe du Monde de 1990, le fameux gardien de l'équipe anglaise Peter Shilton est surpris par un tir lobé des 45 mètres. Un but qui est entré dans l'histoire du football tunisien. L'auteur de ce but est le joueur tunisien Abdelhamid Hergel. l'équipe d'Angleterre معناها مش تشارك في الكوب دي موند في إيطاليا c'était en 1990. L'équipe d'Angleterre allait participer à la Coupe du Monde en Italie en 1990. C'était un match amical. Bon, نسمى محظوظ نسمى معناها خاطر تصور انت دوبوي سو بوت لا الناس الكل لحد الان توا مازالوا يتذكروا كي يعرضوني معناها. J'estime que je suis chanceux parce que les Tunisiens s'en souviennent aujourd'hui encore. Quand on me croise dans la rue, on me parle toujours de ce but. C'est l'un des meilleurs que j'ai marqué. Un dimanche matin du mois de janvier, Abdelhamid Hergel vient retrouver l'ambiance qu'il a connue il y a plus de 40 ans au parc de l'équipe du stade tunisien au Bardo. Je suis comme chez moi. Malheureusement, je n'ai pas vécu l'ère professionnelle. Nous, on était des amateurs. Tout au long de votre carrière qui a été couronnée de plusieurs succès, quel genre de difficultés vous avez rencontrées? Et aujourd'hui, quand on parle football en Tunisie, quelles sont les principales difficultés? Bon, les difficultés, on a beaucoup de difficultés. Les difficultés aujourd'hui pour les joueurs professionnels ne sont pas les mêmes que celles que nous avons rencontrées à notre époque. C'était beaucoup plus difficile avant. Nous, on travaillait le matin et on devait être autorisé par nos employeurs pour rejoindre nos clubs. Si l'employeur refuse de nous libérer, on ne pouvait pas sortir. Et puis, dans le football, il y a beaucoup de sacrifices à faire, surtout par rapport aux études.
il est très difficile de concilier études et football. Donc, si on rate les études pour le foot, alors il faut se rattraper et faire une belle carrière dans le sport. قبل معناها كان الناس يحبوا الجمعيه كان يحب جمعيته فهمت كان يلعب يحب جمعيته. Avant, les joueurs étaient très attachés à leur club. Ils aimaient leur maillot et même avec des primes de 100 ou 150 dinars, ils se donnaient à fond. Aujourd'hui, le joueur professionnel est plus chanceux. Il a tous les moyens et pourtant, l'ambiance n'est pas ce qu'elle était avant. Même le public a changé. Avant, le stade d'El Manzah était toujours complet. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je suis de l'ancienne époque. Si on compare كيفاش كان قبل نكور وكيفاش كان l'ambiance et le côté technique, ça n'a rien à voir. Un tour de jonglage sous le regard admiratif des enfants. Et notre rencontre a pris fin là où elle a commencé, au parc du Stade tunisien, où les enfants se sont rassemblés autour de cette ancienne star stadiste pour des photos et des selfies. Leur rêve, devenir un jour comme Abdelhamid Hergel. J'espère que Abdelhamid va redevenir jeune pour que nous puissions battre l'Angleterre au mondial. J'espère que vous ferez mieux que moi. Abdelhamid Hergel leur souhaite un avenir meilleur. On continue notre best-of d'un monde à l'autre qui s'est mis au vert à plusieurs reprises. Entre autres numéros bucoliques, nous vous avons proposé un numéro sur les zones humides. Nous avons mis le cap sur 3 des zones humides classées d'importance internationale en Tunisie, Sapret Sijoumi, la ville de Rar El Melha et sa célèbre lagune et le parc national d'Ishkel. Un de nos reportages parle donc de Sapret Sijoumi qui se trouve à l'ouest du centre de Tunis et dont les rives connaissent une croissance démographique accompagnée d'une extension urbaine soutenue qui fait des terres agricoles le bassin d'accueil d'une urbanisation le plus souvent non réglementée. Un projet d'aménagement et de mise en valeur de cette Sapra lancé par l'État tunisien fait l'objet d'une inquiétude de la part des agriculteurs. Écoutons cet extrait. À quelques kilomètres à l'ouest de Tunis, on peut admirer de nombreuses colonies de flamants roses dans un site désigné site Ramsar en 2007, Sapret Sijoumi. Ce site est un lieu de biodiversité par excellence. Il est un lieu d'habitat pour plusieurs espèces d'oiseaux rares et menacés de disparition. La zone forestière qui avoisine le lac est aussi un lieu naturel d'importance spécifique, abritant plusieurs espèces d'arbres. Longtemps source de pollution et de grandes nuisances pour les riverains et les zones limitrophes, la Sapra de Sijoumi ne méritait pas ce mauvais sort. Un sort qui, curieusement et heureusement, n'a pas altéré la fréquentation de la Sapra par la faune aviaire ces dernières années. Imen Labidi, écologiste. L'espèce la plus importante et l'espèce la plus emblématique, c'est-à-dire qui est en danger maintenant, c'est le flamant rose. Parce que le flamant rose, il a des exigences écologiques, c'est-à-dire il ne peut pas vivre dans une profondeur qui est supérieure à 1 mètre. Donc s'il y aura un remblaiement par exemple de la Sapra ou bien des travaux, il y a un risque de disparition. L'écosystème de Sapret Sijoumi est spécial, il est surtout fragile. Conscient de la fragilité et de la situation critique de toute la zone de Tunis-Ouest, l'État a engagé durant la dernière décennie plusieurs actions pour remédier à cette situation. Ces actions ont concerné le bassin extérieur. Un projet de mise en valeur et d'aménagement vient compléter la boucle de ces réalisations au niveau du périmètre intérieur de la Sapra. Une nouvelle ville moderne, réconciliée avec son environnement et pourvue des diverses commodités de la vie moderne. Voilà comment ce projet est présenté par le ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Une vision qui n'est pas partagée par la société civile qui propose une autre solution de développement harmonieux pour le site. Radia Louhichi est la présidente de l'association Réseau Enfants de la Terre. Nous l'avons rencontrée sur le site Sijoumi.
Et comme à son accoutumée, Ravia ne rate pas l'occasion de sensibiliser les enfants de la région sur l'importance de ce site et de sa biodiversité. Pour la Sabrat Sijoumi, elle a un volet que tout le monde n'en parle plus, c'est le côté qu'elle est clôturée par des terrains agricoles. Et pour nous, la meilleure alternative pour le développement local, c'est de sauvegarder ces terres agricoles. Et pour nous, c'est de projeter un projet sur l'agritourisme. C'est lier tout ce qui est biodiversité de Sabrat Sijoumi avec le côté économique et le côté aussi social. Nous avons accompagné Ravia Louhichi chez l'un des agriculteurs. Hicham Ben Brahim s'estime lésé par le projet d'aménagement de la Sapra. Nous œuvrons pour préserver cette région, nous ne savons pas si elle subsistera. Je me demande pourquoi cette étude a été faite en ignorant la présence de ces terres agricoles. Mettons le problème de nos terres agricoles de côté et imaginons maintenant toute cette surface bâtie. Quel sera alors le poumon vert de la ville de Tunis ? Ce son, c'est ma musique, nous dit Samira. Non loin de Hicham Ben Brahim, Samira et sa fille ramassent avec des paniers d'olives à la main des olives arrivées à maturité dans ce vaste champ d'oliviers. Nous vivons de l'agriculture, c'est notre gagne-pain. Alors si on nous enlève ce gagne-pain, on fera quoi après ? Comment on va vivre ? Samira travaille pendant les saisons des récoltes depuis plus de 16 ans. Elle n'imagine pas sa vie sans l'olivier. Non seulement c'est son gagne-pain, elle a aussi un rapport affectif et presque maternel avec cet arbre. Sans les oliviers, notre vie serait dure. Je suis illettrée, je ne sais rien faire d'autre. Donc si on va remplacer les oliviers par des bâtiments, je ne vais rien gagner. C'est quoi l'alternative pour moi ? À part peut-être un travail dans une usine, je ne vois pas ce que je pourrais gagner vraiment de ce projet, moi, fille de cette région. L'olivier est comme l'un de mes enfants. Quand arrive la saison des récoltes, nous sommes très heureux, on ramène nos provisions et on vient en famille. Notre vie s'arrêtera sans l'olivier. Je pense que la Tunisie ne peut pas se passer de l'agriculture et surtout pas de l'olivier. Même si nous autres, nous ne pouvons plus acheter l'huile d'olive, il est de plus en plus cher ces dernières années. Mais au moins, quand je travaille dans les champs d'oliviers, je rentre avec des olives et un peu d'huile. Je n'en suis pas totalement privée. D'un monde à l'autre. Les partenariats avec les radios d'ici et d'ailleurs, cela n'a pas manqué à notre magazine cette année. Après un duplex avec Radio Roumanie Internationale, nous en avons fait un autre avec la chaîne 3 de Radio Alger, un numéro sur la scène culturelle alternative. En voici un extrait, un reportage d'Aïssa Khrichi. Reportage. Nous sommes ce samedi soir en plein cœur de Tunis et plus précisément au Liberté, un café culturel plutôt atypique à vrai dire. Liberté, c'est en fait un espace qui met à l'honneur la scène culturelle alternative, en d'autres mots la scène underground. Des arts plastiques au cinéma en passant par la musique, le théâtre ou encore la littérature avec l'organisation, par exemple, de cafés philosophiques, de rencontres littéraires et poétiques dont le slam, tout le monde y trouve son compte. Le slam, c'est justement ce que l'on retrouve aujourd'hui au menu avec la toute première édition de Klemrod, un événement qui a pour objectif de réunir la communauté des slammeurs sur la scène alternative. À l'affiche, des slammeurs confirmés qui montent au créneau pour partager avec le public leur passion pour l'écriture. Il faut dire que cette première édition de Klemrod met en valeur un riche potentiel. D'ailleurs, de par son concept, le ton est donné. Il s'agit de promouvoir le slam et d'ancrer la liberté d'expression en Tunisie. Organisé par Liberté, ACRO, l'association culturelle de création et de réflexion optimiste, cet événement est animé par une pointure dans le monde du slam qui n'est autre que le slameur et poète Anis Chouchen, désormais célèbre en Tunisie et dans tout le monde arabe. Pour Anis, Klemrod est avant tout un acte engagé dans la mesure où il s'agit de réhabiliter des expressions artistiques qui sont dénonciatrices et anticonformistes. Des expressions qui sont aujourd'hui exclues du paysage médiatique tunisien car jugées politiquement incorrectes et dérangeantes. Après la révolution, on avait un rêve
de parler librement et de parler d'une certaine réalité au sein de la société, mais on remarque qu'il y a un bombardement médiatique. Tous les artistes engagés ne trouvent pas la place dans les médias. Sur YouTube par exemple ou Facebook, tu vas remarquer, tu vas trouver des gens qui sont doués. Il y a de la matière, mais les médias ne sont pas focalisés sur ça. Moi j'ai eu de la chance que je peux dire ma poésie ailleurs, mais il y a d'autres qui n'ont pas cette chance-là. Il faut simplement y croire et imposer à chacun de nous d'imposer son identité. Parce que l'identité tunisienne, elle est partagée. Par exemple, là, dans mon texte, moi j'ai bien mentionné ça, que je défends la Tunisie, l'Itchabahli. Je me vois dans cette Tunisie-là. C'est ma Tunisie à moi. Donc à chacun sa propre Tunisie. Il faut simplement croire en soi et être soi pour exister. Votre Majesté, Votre Excellence, Mesdames et Messieurs, nous n'avons jamais reconnu la nécessité d'être différents, comme si la différence était un déshonneur ou un péché. Voilà que nous sommes submergés par le différent et nous nous diffamons, parce que nous n'avons jamais su que la différence est une richesse, une existence. Toi, enfant d'Adam, que tu sois juif, chrétien, musulman, chiite ou sunnite, ou sans confession, que tu sois blanc ou de couleur, sois juste toi-même et laisse ton être s'épanouir. Embrasse les rêves en profondeur. Dieu t'a créé différent, alors reconnais ta différence, sois l'héritier de Dieu sur terre et ne suis pas comme on suit un troupeau. Sois libre, la terre est universelle. احترف كن خليفة الله على الأرض باختلافك ولا تتبع ذاك القطيع عش حرا يا ابن آدم فهذه الأرض للجميع شكرا. Un très beau texte de Anis Chouchen que nous avons tenté de traduire en français. D'un monde à l'autre. La variété des sujets traités était l'objectif et la devise de D'un monde à l'autre. Et nous avons essayé d'aborder tout ce qui préoccupe le Tunisien en restant attentifs aux suggestions des auditeurs. La gestion des déchets d'origine sanitaire était parmi les enquêtes que l'équipe a menées cette saison. Comme vous le savez, chers auditeurs, les activités liées aux professions de la santé produisent des déchets dangereux. Ces déchets, qui doivent être soigneusement pris en charge, sont parfois trouvés avec des déchets ordinaires et de ce fait, de nombreux Tunisiens sont quotidiennement en contact avec des déchets hospitaliers toxiques sans mesurer le danger et les risques encourus pour leur santé. Pour comprendre le circuit de traitement de ces déchets, nous sommes allés au ministère de la Santé publique. Mohamed Rebhi est le directeur de l'hygiène, du milieu et de la protection de l'environnement. Ça fait des années que le ministère de la Santé commence à se pencher sur le problème, vu l'importance des déchets produits au niveau des structures sanitaires. C'est pour cela qu'il y a eu la loi cadre 96, juin 96, qui stipule l'obligation de traiter les déchets produits par les producteurs eux-mêmes. Les déchets d'origine sanitaire doivent suivre un circuit d'élimination sécurisé et isolé du traitement des ordures ordinaires, afin d'éviter tout risque de contact des personnes avec du matériel usagé ou des pathogènes. Les activités de soins les plus génératrices de déchets médicaux infectieux sont les unités d'urgence, les unités de chirurgie et d'obstétrique, les établissements de collecte de sang, les unités de long séjour et les centres de dialyse. La deuxième étape de notre enquête est justement un centre de dialyse à la cité Tavamen. Nous y avons rencontré Dr Hejer Limem, présidente de la chambre syndicale des centres de dialyse. Actuellement, la législation qui a été mise en place est excellente, elle est avant-gardiste. Malheureusement, les moyens dont on dispose ne suivent pas. Dans le domaine de l'hémodialyse en particulier, on a énormément de déchets septiques justement, mais le nombre de sociétés privées ne sont pas suffisantes. Au début, on travaille avec les municipalités. Et depuis la création de l'Agence nationale de gestion des déchets septiques, les contrats ont été résiliés et on essaye d'avoir des contrats avec des sociétés privées. Si ça marche, tant mieux, mais de temps en temps, les sociétés, du jour au lendemain, décident de ne plus travailler ou ferment pour une raison technique ou une raison de manque de personnel ou de manque de moyens. Et à ce moment-là, on est confronté à un problème, un très très gros souci. On ne sait plus comment gérer nos déchets et on a recours à la municipalité
Parfois, les gens suivent, parfois, ils ne suivent pas. Et c'est vraiment un vrai casse-tête à ce moment. En théorie, les sacs de couleur noire ne sont supposés contenir que des déchets ordinaires. Les substances et matériaux dangereux sont censés finir dans les sacs de couleur jaune prévus à cet effet. Or, le personnel médical et paramédical, premier maillon de la chaîne de tri, ignore parfois les normes nationales et internationales en la matière. Une première entorse qui impacte toute la chaîne. Il faut former le personnel. Sur le plan pratique, une fois que le personnel commence à travailler, on leur apprend à ne pas jeter tous les déchets, les résidus de la séance de dialyse dans le même sac. Notre rencontre avec Dr Hejer Limem s'est terminée avec un tour dans les différentes salles du centre de dialyse pour voir de près comment se fait le tri et le stockage intermédiaire avant la collecte par des entreprises spécialisées et l'acheminement vers les décharges publiques contrôlées. Ça, c'est le circuit de dialyse. Une fois que le malade a fini sa séance, l'infirmier enlève tout ce circuit qui est contaminé par le sang et il le met dans les conteneurs où il y a un sachet jaune. Déjà, donc avec la couleur, on sait, avant d'ouvrir la poubelle, on sait ce qu'il y a à l'intérieur. Et aussi, au sachet, il est imprimé coupelle médicale dangereux. Seyfeddine Bjaoui, surveillant du centre de dialyse de Cité Taramon. Là, donc, on met les aiguilles, comme ça, une fois que la seringue ou l'aiguille, tout ce qui est matériel tranchant est à l'intérieur de ce pot, ne peut plus blesser les personnes qui vont faire le ramassage après. En plus, il y a le couvercle, il est hermétique. Une fois qu'on le ferme, les aiguilles ne peuvent plus sortir. C'est pas comme, par exemple, quand vous avez vu, les sachets, ils sont en plastique. Le sachet, on le ferme avec le serre-câble. Le couvercle rouge des poubelles, c'est justement pour les malades qui ont des maladies contagieuses. Donc déjà, d'emblée, pendant le ramassage, la personne qui va faire le ramassage sait, si le couvercle est rouge, qu'il peut contenir des déchets de malades qui ont des maladies contagieuses. Dernière étape de notre enquête, les sociétés de traitement. Nous sommes allés à Korba retrouver Imen Boutrif, la directrice commerciale d'une société de traitement de déchets. À notre arrivée, un camion débarque avec des conteneurs de couleur jaune. Donc ça vient juste d'entrer, c'est le véhicule de collecte. Imen Boutrif nous explique les différentes étapes du traitement des déchets. Ça, c'est le membre de réception. Ensuite, il y aura le chargement. Il y aura soit un temps de stockage, si on a une quantité qui est assez importante, un temps de stockage au niveau de chambre forward. Si la quantité elle est minime, donc on passe directement au traitement. Il y aura le chargement de chariot de l'autoclave. Ça, le système avec lequel on est agréé, c'est le traitement par autoclavage. Donc ici, vous trouvez l'autoclave. Ça c'est une chaudière avec laquelle on alimente l'autoclave avec de la vapeur chaude et aussi une température qui est de l'ordre de 250 degrés Celsius. Après, ces chariots ils sont acheminés vers le broyage. Il y aura une réduction du volume initial des déchets à peu près de 20%, c'est-à-dire on va avoir 80% du volume initial qui est reçu. Ensuite, ce sera le passage à travers le bloc de coupe, c'est-à-dire à travers le broyage, pour avoir des petites particules qui sont non identifiables, et ça pour la protection et de l'environnement, la réduction de volume et la protection des travailleurs ou des agents qui se trouvent au niveau des décharges contrôlées. Donc ces déchets, après l'opération de déchiquetage, c'est-à-dire de broyage, ils seront acheminés à travers un tapis convoyeur, qu'on voit ici, pour un compacteur qui se trouve à l'extérieur. Ça, donc on récupère enfin, grâce à ces compacteurs, les particules qui sont fragmentées ou déchiquetées. Puis, il y aura l'opération de transport vers la décharge contrôlée. La dernière étape de la chaîne est donc l'acheminement vers la décharge publique contrôlée. D'un monde à l'autre. D'un monde à l'autre, cette saison, nous nous sommes intéressés aussi à l'or bleu, l'eau, une ressource qui se fait de plus en plus rare en Tunisie. Et nous avons essayé de comprendre les causes de cette pénurie à travers une enquête qui nous a emmenés à la rencontre d'agriculteurs, de la société civile et des représentants du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche pour tenter de mettre en lumière les solutions et réponses entreprises pour faire face à cette crise. Voici un extrait. Ali Ben Ammar Jlassi est un agriculteur de la région de Mahfoura du gouvernorat de la Manouba. Un coup de branche à la main, Ali taille un amandier. Je coupe les branches dures, tout ce qui doit être enlevé. Ali Ben Ammar est issu d'une famille d'agriculteurs. Il nous raconte son quotidien, le quotidien d'une profession pour laquelle il nourrit une passion, malgré tout.
Car depuis des années, le quotidien de Ali ibn Ammar et des agriculteurs de la région de la Mahfoura n'est qu'inquiétude et désillusion. Nous avons hérité ça de père en fils et depuis les années 70, nous nous plaignons du manque d'eau. Cette région est traversée par Oued Majrda, mais n'en profite pas. Les agriculteurs aisés qui ont des terres de 300 ou 400 hectares ont accès à l'eau quand ils le demandent. Mais nous, agriculteurs modestes, on n'a pas l'eau. C'est une question de volonté politique. S'il y avait une volonté, on aurait facilement l'eau, qui existe en abondance ici, sur les 4 côtés de la région. Nous sommes fatigués des promesses non tenues. À chaque fois qu'un responsable nous rend visite, il ne nous fait que des promesses. La crise en eau est bien là et n'épargne personne. La baisse de la pluviométrie, la chute des réserves dans les barrages, les coupures d'eau potable devenues répétitives et la pénurie d'eau d'irrigation ont contraint les agriculteurs à l'approvisionnement anarchique. Dans la région de la Mahfoura, la crise a contraint les agriculteurs à abandonner la culture maraîchère, exigeant une irrigation intensive, à l'instar des tomates, des pommes de terre, des agrumes ou des raisins, et à se diriger vers des productions résistant au manque d'eau comme les oliviers et les amandiers. Cette situation met les agriculteurs de la région en difficulté. Notre région a soif. Regardez comment nos jeunes passent leur journée. Ils chôment parce qu'il n'y a plus rien à faire dans les champs. Ces amandiers sont irrigués à l'eau de pluie. Si on avait l'eau, cette terre serait un paradis. Nos récoltes seraient abondantes et diversifiées et nos jeunes auraient du travail. Le manque d'eau est une problématique soulevée à de nombreuses reprises, notamment par la société civile. Ahmed Tabebi est le responsable de l'Observatoire tunisien de l'eau. Dès la première année de notre travail, nous avons constaté que le problème d'eau en Tunisie dépasse le problème de coupure d'eau potable. Cette question est beaucoup plus grave. Elle concerne les ressources en eau, surtout après 3 années de sécheresse. Les sources officielles nous disent que la Tunisie est en dessous du seuil de pénurie. C'est vrai, mais le problème est essentiellement dans la gestion des ressources en eau. C'est aussi un problème de renouvellement de ces ressources, parce que plusieurs régions en Tunisie utilisent les eaux souterraines. Le ministère de l'Agriculture se dirige vers le dessalement comme solution. Nous pensons que ce n'est pas la bonne solution. L'Observatoire tunisien de l'eau pointe du doigt des lacunes en matière de gouvernance des ressources en eau. Au lieu des stations de dessalement, qui selon eux sont très coûteuses, il propose à l'État de rénover son infrastructure vétuste et de redessiner sa stratégie agricole afin de l'adapter aux défis climatiques. Pour savoir un peu plus sur la réponse de l'État face à cette crise que traverse la Tunisie, nous sommes allés au ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la pêche. Hamad Yahbayeb est le directeur général du Bureau de la planification et des équilibres hydrauliques. Voilà comment on a travaillé nous pour cette année. Et surtout pour les gens où le canal Majrda traverse. Donc on a donné la priorité à l'eau potable. Ça c'est notre priorité. Ensuite on a fait des réunions avec les commissariats régionaux de développement agricole, les CRDA, et on a donné à chaque région un quota pour inciter les gens à utiliser l'eau qui existe. Donc ce n'est pas la peine quand même de faire d'autres cultures maraîchères ou juste comme ça. Donc la priorité sera donnée à l'arboriculture. La priorité est donc donnée à l'eau potable et à l'arboriculture en réponse à la pénurie d'eau que traverse la Tunisie après 3 années de sécheresse. Les agriculteurs, comme Ali ibn Ammar, souhaitant des productions maraîchères, attendent donc que des solutions durables soient prises en faveur de la région pour dépasser cette crise de l'eau. Autour d'un café, ils se rencontrent tous les jours, le cœur lourd, en espérant des jours meilleurs. D'un monde à l'autre. D'un monde à l'autre, c'est un magazine qui vous a emmené, chers auditeurs, d'une rive à l'autre. Il y a quelques semaines, nous avons fait une traversée de la Méditerranée, de la Tunisie à la Sicile et de la Sicile vers la Tunisie. Nous nous sommes plongés au cœur de la Méditerranée. La Méditerranée qui a depuis toujours vu des hommes, des femmes et des enfants se déplacer d'un pays à l'autre, souvent en empruntant les mêmes chemins
Femina avec les mêmes attentes et les mêmes espoirs d'une vie meilleure. Entre la Tunisie et l'Italie, le sens des trajectoires de ces migrations s'est inversé d'une époque à l'autre. Voici un extrait du numéro sur les Italiens de Tunisie. Chez Rita Strazera, les cultures se mélangent. Le décor nous fait voyager d'une rive à l'autre, de la Tunisie à la Sicile. C'est un mariage réussi, un mariage mixte très réussi. Rita est italo-tunisienne. Nous l'avons rencontrée chez elle. Ça c'est tunisien, ça c'est tunisien, là c'est tunisien. Il y a beaucoup de Tunisiens dans ma maison. Vous voyez, il y a toutes les mains de Fatma, les poissons, les trucs accrochés, vous les voyez en face. Là, vous voyez, il y a de tout. Et là, dans l'entrée, sur la terrasse, il y a aussi un mélange de... Vous voyez, il y a de tout là. La main de Fatma qui ressort, le poisson, ça c'est sicilien. Après un tour dans sa jolie maison, Rita Strazera nous raconte, autour d'un café, son histoire. L'histoire de ses grands-parents venus en Tunisie de Trapani, de son grand-père pêcheur, de sa grand-mère née à la Goulette et surtout de sa mère sicilienne venue à l'âge d'1 an de Marsala et à qui Rita doit son attachement à la Sicile. Moi je suis née en Tunisie, j'y ai passé toute ma vie. J'ai étudié l'italien comme langue étrangère, ça je le dis toujours, c'est amusant. Bon, chez moi je parlais italien avec ma mère, je parlais sicilien aussi, puis je parlais français et j'ai appris aussi un peu d'arabe. Donc si vous voulez, il m'arrive de mélanger, moi aussi comme toute bonne tunisienne, de mélanger un mot en italien, un en sicilien, deux en arabe, c'est-à-dire selon le besoin. Dès que le mot ne vient pas, on le prend dans une autre langue. Voilà. Je pense que je passerai ma vie en Tunisie. Je n'ai pas allé ailleurs parce que j'ai quand même mes racines. Mais alors vous faites partie de ces Italiens de Tunisie qui n'ont pas quitté la Tunisie. Parlez-nous de votre tunisianité. Ma tunisianité, c'est quelque chose qui est... Moi, je n'arrive pas à l'expliquer parce qu'elle est tellement naturelle. Elle fait part de moi. Je suis née avec, je veux dire. Je ne l'ai pas acquise chemin faisant. Mes souvenirs les plus lointains, c'est Tunis que je vois. C'est la Tunisie. Mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. L'histoire des Italiens de Tunisie, qu'on appelle aussi les Italo-Tunisiens, a commencé au 19e et 20e siècle. Cela a commencé avec le vent d'opposition constitutionnaliste prônant l'unité de l'Italie, qui a poussé nombre de ses opposants à l'exil. Ils ont trouvé en partie refuge en Tunisie, mais aussi à Marseille, à Londres et à Malte. Ils continueront depuis la Tunisie leur chant patriotique. La population italienne en Tunisie s'est agrandie ensuite grâce au traité de commerce et navigation entre les deux pays. Le traité de 1868, particulièrement favorable aux Italiens qui jouiront d'un statut privilégié jusqu'au traité du Bardo en 1881. Les troubles qui ont agité le sud de l'Italie suite à l'échec du grand rêve unitaire ont également accéléré la migration des Italiens originaires des îles et surtout de la Sicile vers le territoire tunisien. C'est le début du grand exode des Italiens qui fera quitter leur terre natale à des millions de personnes en l'espace de 30 ans. L'émigration de masse vers des contrées plus accueillantes au début du XXe siècle n'est donc pas celle qui animait ceux qui, au XIXe siècle, poursuivaient un rêve libératoire et patriotique. Rita fait partie de cette génération à cheval entre le protectorat français et l'indépendance. Bon, les parents étaient un peu inquiets parce qu'ils se demandaient comment ça allait se terminer pour eux. Ça s'est très bien passé en fait. La preuve est qu'ils sont restés. Bon, il y en a qui sont partis parce qu'ils avaient des intérêts, parce qu'on ne leur a pas renouvelé leur permis de travail. Et ce n'était pas le cas de mon père. Mon père est resté. Et nous sommes restés, puis voilà, je n'ai jamais bougé. C'est une ville blanche accrochée à la mer bleue. Pauvre ou riche ici, tout le monde vit heureux. Même en Tunisie, tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais de chanter tes merveilles. Arabes et juifs, juifs et chrétiens, dans le train du TGM, vont tous ensemble au plaisir.
Quand on voit des films, par exemple, comme L'été à la goulette, quand on lit quelques écrits, ils nous parlent d'une époque, dans les années 30, 40, d'un Tunis où il y avait une coexistence magnifique, un vivre ensemble extraordinaire entre des Tunisiens musulmans, des Tunisiens juifs, des Maltais, des Français, des Italiens. Est-ce que vous avez des souvenirs de cette époque? Écoutez, moi j'ai le souvenir de mes voisins. Dans l'immeuble où j'habitais quand j'étais petite, il y avait de tout. Il y avait des juifs, il y avait des musulmans, il y avait des Siciliens, il y avait des Maltais, il y avait... Bon, c'était un voisinage, tout ce qu'il y avait de plus pacifique, on se respectait. Lorsqu'il y a eu des problèmes, malheureusement, les problèmes de ces dernières années, à chaque fois je mettais Helwa ya Baladi. Et c'est-à-dire que quand la Tunisie traverse une période difficile... Oui, ça me fait très mal, ça me fait très très mal, franchement. Parce que je le vis à la première personne. Helwa ya Baladi, une chanson qui reste toujours de circonstance, une chanson que nous dédions aussi à la Palestine et aux Palestiniens. Les 70 ans de la Nakba, on en a parlé dans D'un monde à l'autre pour rappeler la catastrophe vécue par les Palestiniens en 1948 et leur droit de revendiquer le retour. En signe de solidarité avec le peuple palestinien et avec les centaines de milliers de Palestiniens chassés de leurs terres et qui se retrouvent éparpillés aux quatre coins de la région, D'un monde à l'autre a programmé une édition spéciale à l'occasion des 70 ans de la Nakba, avec des portraits de journalistes, reporters de guerre palestiniens, des témoignages de militants et militantes en Palestine, de Palestiniens vivant ou ayant vécu en Tunisie, et puis des interviews d'artistes solidaires avec la cause palestinienne. Voici un extrait de ce numéro, le portrait de Ali Darali, reporter de guerre. Portrait. انت بتقول لي شو بدي اساوي؟ انت بتعلمني شغلي؟ انت شغلك على جنودك مش علي. Donnez vos ordres à vos soldats, pas à moi. Vous n'allez pas m'apprendre mon métier. Ali Darali est journaliste de guerre. Il travaille sous l'occupation dans des conditions difficiles et dangereuses. Lutter, défier les colons israéliens, c'est le quotidien de Ali qui tous les jours parcourt les rues des villes palestiniennes pour réaliser ses reportages et rendre compte des violations commises à l'encontre de son peuple. Ils ont tiré sur tout le monde, sur les enfants, sur les femmes à l'intérieur de la maison. L'esprit libre, Ali raconte dans ses reportages, et pour nous, dans D'un monde à l'autre, les humiliations, les rafles, les arrestations et l'impitoyable colonisation. Vous voulez me tirer dessus? Je suis journaliste, je fais mon travail, je ne bougerai pas d'ici. Un soldat essaie de nous empêcher de filmer. Rencontre avec Ali Darali. الصحفي في فلسطين طبعا هو صحفي يختلف في خصوصيته عن الصحفيين والزملاء في أي موقع أو أي دولة أخرى. Le travail d'un journaliste en Palestine est différent du travail journalistique des autres pays. Le journaliste palestinien a un rôle important, il défend une cause et il le fait avec son sang, sa vie et son âme. Le rôle du journaliste palestinien est de rendre compte des violations de l'occupation israélienne, les arrestations, les rafles, les barrières de séparation, et j'en passe, la liste est trop longue. Nous sommes victimes d'une grande sauvagerie de la part des Israéliens. Parmi mes collègues, beaucoup sont arrêtés et d'autres sont tombés en martyrs. Il y en a qui sont privés de voyage ou même d'atteindre la mosquée d'Al-Aqsa ou les terres de 48. Il y a 3 mois,
J'étais en train de couvrir un événement à Ramallah, j'ai été blessé par balle à la main, je me suis cassé le doigt et ma tête a été blessée. Les sionistes veulent cacher la vérité et enterrer l'identité palestinienne et faire de la désinformation pour induire tout le monde en erreur. En tant que citoyen, comment vous vivez l'occupation? J'ai presque 30 ans. Je ne me souviens pas m'être déplacé un jour d'une ville à une autre sans voir un soldat, un colon, une barrière, sans voir cette séparation discriminatoire entre nous et des voisins, qui hier encore étaient des amis avec qui on partageait tout. Il y a des scènes que nous voyons tous les jours en allant au travail. À l'école, à l'université, toutes ces barrières, ces humiliations, c'est un peu trop. Même assis chez moi, il suffirait que je regarde ma main pour que je me souvienne de l'occupation. Cette blessure témoigne des violations que nous subissons tous les jours. Mais pour moi, c'est un signe de fierté. أتذكر الاحتلال كلما نظرت إلى يدي. هذه علامة من علامات الانتهاكات الإسرائيلية، وهذا وسام شرف أضعه على صدري، ولكن أتذكر الانتهاكات الإسرائيلية بحقي أنا كفلسطيني وليس كإعلامي، كفلسطيني بداية. هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، هذا الرصيف وما عليه من خطايا وسائل المنوي لي، ومحطة الباص القديمة لي، ولي شبحي وصاحبه، وآنية النحاس وآية الكرسي والمفتاح والباب والحراس والأجراس لي. Il a connu toutes sortes de violences et de violations des droits humains. Si dans ses reportages il rend compte du poids et de l'impact psychologique de l'occupation israélienne, pour Ali Darali, être sur le terrain, c'est surtout un acte de résistance. Nous n'allons pas nous taire, quel que soit le prix à payer. Nous avons juré et nous nous sommes engagés à rester fidèles à notre cause et rester auprès de notre peuple jusqu'à récupérer l'État et la souveraineté entière de la Palestine. Et comme l'a dit notre leader et héros national, feu Yasser Arafat, s'il pense que c'est encore loin, nous voyons la victoire proche et bientôt nous vaincrons. نؤمن أن النصر سيكون إن شاء الله قريب جدا جدا جدا. بعطيكش الهوية، أنا ما بعطيك الهوية، ليش أعطيك الهوية؟ أنا وين رايح؟ ماني في أرضي أنا في أرضي. Je ne vous donne pas mes papiers, je suis chez moi. Ce sont des portraits d'ici et d'ailleurs, des petits morceaux de vie et des leçons de vie que d'un monde à l'autre a tenté modestement de vous proposer lors de cette première saison. Le dernier numéro était justement un véritable voyage avec un tour de la Méditerranée, passionnant et parfois surprenant. Voilà, c'est la fin de ce numéro de D'un monde à l'autre dans lequel nous avons essayé de revenir aux moments forts de notre magazine cette saison. C'est aussi donc la fin de la saison. Il ne me reste plus que vous souhaiter un agréable été et n'oubliez pas de sourire à la vie, elle vous le rendra. D'un monde à l'autre, une émission produite et réalisée par Maëda Sili.